Mercredi 27 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Les travaux du gisement pétrolier de Sémé au Bénin seront repris par une société singapourienne. Le but de cette reprise est de réinvestir le bloc afin de parvenir à récupérer le maximum de ressources pétrolières. À suivre dans un instant. Au Maroc, une 6e année consécutive de sécheresse est annoncée. Le pays est confronté au manque de pluie lié au changement climatique. Et puis le Bureau pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement exhorte les pays africains à adopter la coopération et l'exploitation de leurs vastes ressources naturelles en vue d'accroître la richesse du continent. Au Bénin, le gisement pétrolier de Sémé Bloc 1 sera repris par RES International Holding, une filiale de la compagnie pétrolière basée à Singapour. La confirmation de cette transaction a été faite lors du Conseil des ministres mercredi dernier, présidé par Patrice Talon. Rafié Toumbelekou nous fait le point. Après plusieurs mois de négociations entre la société singapourienne Rex International Holding et les autorités béninoises du ministère de l'Énergie et des Mines, cette dernière obtient finalement vendredi dernier les droits pétroliers du bloc 1 de Sémé, un périmètre de 55 km² situé dans les eaux territoriales du Bénin. En effet productif dans les années 1980 et 1990, ce gisement a été mis hors service en 1998 pour manque de rentabilité. En 2010, ce gisement béninois était contrôlé par la société nigériane Sapetro, mais cette dernière va finalement la restituer au gouvernement béninois en 2015 à cause de l'échec de la relance de ce projet lié à plusieurs raisons, notamment la chute des prix du baril ainsi que des problèmes techniques. Par ailleurs, Rex prévoit de déposer un plan de développement du champ au cours de l'année à venir afin de reprendre la production. Avec le gouvernement de ce pays, l'entreprise a paraphé un contrat de partage de production couvrant ce bloc. Selon les termes de ce dernier, l'entreprise a obtenu une participation directe de 76% dans le bloc. La participation restante étant répartie en raison de 15% pour le Bénin et 9% pour la compagnie Octogone Trading. L'objectif de la compagnie est de réinvestir le bloc afin de parvenir à récupérer le maximum des ressources pétrolières identifiées lors de travaux de forage réalisés en 2014 et 2015. Ceci en recourant à des techniques modernes de forage. Rex rassure le gouvernement béninois de son engagement à réactiver le gisement en moins de 2 ans. Le Parlement ghanéen a franchi une étape historique en légalisant la culture du cannabis pour des besoins médicaux et industriels. Le pays s'aligne ainsi dans la dynamique mondiale en faveur des avantages multiformes de ce terme. Léon Sago nous en parle. C'est une décision révolutionnaire prise par le Parlement ghanéen le 14 décembre dernier. Elle accorde au ministre de l'Intérieur le pouvoir de délivrer des licences. Ceci ouvre la voie à une ère de transformation de la réglementation ghanéenne sur le cannabis. Cet engagement du Ghana à réaliser le potentiel du cannabis a été mis en avant par l'adoption de la loi de 2020 sur la commission de contrôle des stupéfiants, notamment la loi 1019. Ce décret s'inscrit sur la logique de la vague de pays exploitant déjà la capacité industrielle de cette culture dont la valeur est estimée à 30 milliards de dollars en PIB mondial en janvier 2022. Les licences couvriront tous les aspects des activités du cannabis, à savoir la culture, la transformation, la distribution, la vente, ainsi que l'importation et l'exportation. Il est important de noter que ces licences respectent les normes strictes en matière de la teneur en THC qui limitent les niveaux à 0,3% sur le poids sec. Pour les experts, si cette industrie est bien gérée et réglementée durant la chaîne de la valeur, les soucis économiques du Ghana pourraient trouver solution car la culture du cannabis a la possibilité de prospérer dans toutes les régions du pays. Le secteur de l'emploi est celui qui va le plus en bénéficier de manière significative.
Notons que cette décision va propulser le pays à l'avant-garde du développement de l'industrie du cannabis en Afrique. Deuxième producteur mondial du cacao, le Ghana est confronté à des risques croissants pour sa récolte de fèves en raison des mineurs illégaux et des contrebandiers selon des responsables de l'industrie, des agriculteurs et des écologistes. Retrouvons Rachietou Mberikou. Au Ghana, la filière cacao, l'un des piliers de l'économie nationale après l'or et le pétrole, est menacée par l'exploitation minière illégale, connue localement sous le nom de Galamsey. Face à la crise économique que traverse le pays, un nombre croissant de producteurs a décidé de revendre leurs terres à des mineurs illégaux. Ces derniers estiment que la culture de cacao ne leur rapporte pas assez. Le gouvernement, qui achète l'intégralité de la production du pays avant de la revendre à des sociétés privées, a consenti cette année une augmentation de 63% du prix payé aux producteurs. Mais cela ne suffit pas à les dissuader de vendre leurs terres à des fins d'exploitation minière non déclarées. Actuellement, le gouvernement achète la tonne de cacao à $1 822 aux producteurs. Obed Oussou Adé, le chargé de campagne à EcoCare Ghana, une organisation qui milite pour le bien-être des agriculteurs, estime que le gouvernement doit encore améliorer le prix et le niveau de vie des agriculteurs. Nous sommes assis sur une bombe à retardement en tant que pays. Si ce problème n'est pas résolu immédiatement, nous finirons par perdre la plupart de nos terres au profit de l'exploitation minière illégale, a-t-il ajouté. Selon l'organisation gouvernementale qui soutient la production, la transformation et la commercialisation du cacao au Ghana, le Ghana a récolté 1 million de tonnes de cacao entre 2020 et 2021. Mais ce chiffre tombe à 750 000 tonnes pour la récolte de 2022-2023 et sa prévision pour 2023-2024 oscille entre 650 000 et 700 tonnes en raison de l'impact des activités illicites. En 2022, le Ghana a perdu environ 150 000 tonnes métriques de fèves de cacao en raison de la contrebande avec ses voisins, ce qui représente un revenu colossal de 600 millions de dollars qui s'est envolé, a indiqué Benjamin Teilawe, directeur adjoint de la communication au Cocoa Board. De plus, le changement climatique a aussi un fort impact sur la culture de cacao. En raison de la fluctuation des précipitations et de la baisse de la fertilité des sols, la production de la précieuse fève dans les régions de l'Est, d'Ashanti, de Brong Ahafo, du centre de la Volta s'est déplacée vers l'Ouest. La région occidentale est aujourd'hui la principale producteur de cacao du Ghana avec 43% du total. Outre la perte des terres agricoles, les activités minières contribuent également à la pollution des cours d'eau et nappes phréatiques en raison de l'utilisation des produits chimiques pour l'extraction. Le Maroc, où l'agriculture est un secteur capital, se dirige vers sa 6e année consécutive de sécheresse. Ceci est dû à une baisse de précipitations liée au changement climatique, d'après le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, Léon Saglou. Le Maroc entre dans une phase critique après 5 ans consécutifs de sécheresse que le pays n'a jamais connu auparavant, avait déclaré M. Baraka Nizar, ministre de l'équipement et de l'eau, à une conférence de presse. Il a ajouté que ces 3 derniers mois, d'octobre à décembre, montrent qu'il se dirige vers une nouvelle année de sécheresse car les précipitations ont diminué de 67% par rapport à une année normale. Au Maroc, l'agriculture représente 14% des exportations du pays, un secteur qui emploie un tiers de la population en âge de travailler. Le stress hydrique a été aggravé par la hausse des températures, augmentant l'évaporation de l'eau des barrages. Le ministère de l'Agriculture crée une augmentation moyenne de la température de 1,3 degrés Celsius d'ici 2050. Comparé à l'année dernière, à la même époque, où les réservoirs du Maroc étaient à 31% pleins, ils ne sont qu'à 23,5% cette année, une situation très dangereuse, a dit M. Baraka, qui espère que les prochains mois, généralement pluvieux, soulageront ce problème. À défaut de cela, les autorités locales de certaines régions devront couper l'alimentation de l'eau la nuit.
Pour remédier au stress hydrique croissant, les autorités envisagent des projets de dessalement de l'eau de mer, comme celui qui démarrera le mois prochain à Casablanca. D'ici 2027, l'État marocain prévoit construire 7 usines de dessalement d'une capacité de 143 millions de mètres cubes par an. Il en existe déjà 12 d'une capacité de 179,3 millions de mètres cubes par an selon des données officielles. Alors que l'année 2023 tire à sa fin, l'entreprise Algerian Energy Company dévoile un pan de sa feuille de route pour les 2 prochaines années en matière d'approvisionnement en eau en Algérie. Parmi les projets annoncés, la réalisation des stations de dessalement conteneurisées mobiles dans les villages du pays dès 2024. Regardez. Le projet des stations de dessalement conteneurisées mobiles a été présenté par l'entreprise publique Algerian Energy Company pour la recherche, la production et la commercialisation des hydrocarbures. La compagnie publique entend déployer ce projet dès 2024 à travers les villages d'Algérie. Algerian Energy Company mise sur un partenariat pour concrétiser cette initiative. Contrairement aux stations de dessalement d'eau standard, les installations conteneurisées seront fabriquées à la demande. Elles disposeront d'une capacité comprise entre 2500 et 2700 m3 par jour chacune et seront capables de soutenir les usines existantes. Actuellement, l'Algérie dispose de 12 usines de dessalement en eau des Algériens. Le pays d'Afrique du Nord fait face au changement climatique qui se manifeste notamment par la baisse des précipitations, entraînant la chute du niveau de remplissage des barrages. L'ambition de l'Algérie d'ici à 2030 est la couverture de 60% de ses besoins en eau potable à partir du dessalement de l'eau de mer. Et pour ce faire, il faudra également veiller à la pérennité des usines de dessalement conteneurisées. C'est ainsi que l'Algerian Energy Company prévoit de sécuriser les stations de dessalement à travers la fabrication locale des équipements, notamment des systèmes de filtration. En attendant l'installation des stations de dessalement conteneurisées, l'Algerian Energy Company poursuit la construction de 5 stations de dessalement de l'eau de mer dans 5 villages du pays. Le Bureau pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement exhorte les pays africains à adopter la coopération et l'exploitation de leurs vastes ressources naturelles pour financer la réalisation des objectifs de développement durable en vue d'accroître la prospérité du continent. Pour des experts, l'Afrique gagnerait à fonder son développement sur l'économie verte. Irène Papadina pour plus de détails. Afin que l'Afrique puisse tirer parti des avantages économiques et sociaux allant de pair avec sa richesse naturelle, le Bureau pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement propose aux gouvernements africains de définir leur croissance économique sur l'économie verte. Ceci en vue de créer des chaînes d'approvisionnement fondées sur l'économie verte. Selon Rose Mouepaza, directrice pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement économique, ce choix permettra non seulement au continent de créer de multiples emplois adaptés à la main-d'œuvre locale disponible, mais aussi de conserver l'écosystème. Une coopération accrue et des investissements conséquents dans le secteur agricole africain apportera un grand soulagement à la crise alimentaire dans le monde. Par ailleurs, un marché de carbone bien défini permettra aussi, selon des experts, de relever le secteur économique tout en respectant et en sécurisant l'environnement. Ainsi, pour accompagner le continent dans cette démarche, le PNUD facilite la gestion et la restauration des écosystèmes en compatibilité avec le développement durable et promeut l'utilisation des services écosystémiques. Dans le programme des Nations Unies, l'une des préoccupations sera de convoquer les ministres africains de l'environnement pour des travaux visant à discuter du commerce durable en Afrique, ce qui sous-entend d'ailleurs des partenariats entre les pays membres de l'organisation et le secteur privé. D'après les Nations Unies, le capital naturel africain représente 30 et 50% de la richesse nationale de la plupart des pays africains.
C'est le moyen de subsistance de plus de 70% des personnes vivant en Afrique subsaharienne. L'Afrique perd, selon les estimations, 175 milliards de dollars par an de son capital naturel en raison de flux financiers illicites, de l'exploitation minière illégale, de l'exploitation forestière illégale, du commerce illégal des espèces sauvages, de la pêche non réglementée et de la dégradation et de la destruction de l'environnement. Pour rappel, l'Afrique détient environ 30% des réserves de ressources minérales, 8% du gaz naturel et 12% des réserves de pétrole. Le continent abrite 40% de l'or de la planète et près de 90% des réserves mondiales de chrome et de la platine. Les plus grandes réserves du cobalt, de diamants, de platine et d'uranium du globe se trouvent en Afrique. Le continent concentre d'ailleurs 105% des terres arables et 10% des ressources continentales en eau douce renouvelable à l'échelle mondiale. Les populations africaines sont de plus en plus confrontées aux conséquences du changement climatique. Alors que les réflexions sont portées sur le réchauffement climatique et ses causes, le rôle des ressources forestières et végétales dans l'absorption du dioxyde de carbone fait l'objet d'une attention particulière auprès des scientifiques, des décideurs et des médias en Afrique. Retrouvons Irène Papadina. La sécheresse sans précédent que subit la Corne de l'Afrique aujourd'hui est la conséquence de la dégradation des conditions climatiques mondiales. L'ONG Médecins sans frontières estime que 20 millions de personnes à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie affrontent des conditions et des pénuries d'une difficulté extrême en raison de la sécheresse et des inondations. Pour certains leaders africains comme le président kenyan William Ruto, le reboisement est la solution à privilégier, tandis que pour d'autres, il faudrait préconiser la protection des bassins forestiers existants. Selon Samuel Abou Jinapor, ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles, les forêts du monde sont sous-évaluées et insuffisamment protégées depuis des années. Pourtant, la disparition des forêts contribue à l'émission de près de 5 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Selon un rapport du World Wide Fund for Nature, les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième massif forestier tropical du monde après le bassin amazonien. Ces forêts denses et humides couvrent environ 200 millions d'hectares. Cette région compense partiellement les émissions de gaz à effet de serre du reste du continent, avec un bilan net de 171 millions de tonnes de carbone stockées par an depuis 2014. En effet, le seuil de 1,5 degré fixé pour limiter les effets du changement climatique ne peut être atteint sans la nature. Il est indéniable que les forêts ont la capacité de produire le tiers de la solution climatique mondiale. Malheureusement, la déforestation causée par l'augmentation de la demande en bois de chauffage et en charbon de bois et la multiplication des plantations de palmiers à huile et d'autres exploitations agricoles commerciales constituent une menace croissante pour les forêts et les rivières de la région. Des actions telles que la protection des écosystèmes naturels comme la perte de la dégradation, la restauration des écosystèmes dégradés et la gestion durable des terres cultivées peuvent contribuer efficacement à atténuer le changement climatique. Encore appelée puits de carbone, la réserve forestière du bassin du Congo pourrait limiter le réchauffement de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le recommandait l'accord de Paris en 2015. Rétablir les forêts dans ces espaces permettrait de capter 205 milliards de tonnes de carbone, une quantité non négligeable quand on sait aujourd'hui que l'atmosphère contient autour de 300 milliards de tonnes de carbone émises par l'homme. En marge de la COP28 qui s'est achevée récemment à Dubaï, la plateforme d'investissement Africa 50 a conclu un accord avec le producteur indépendant d'électricité émirien Amea Power pour co-développer des centrales photovoltaïques dans plusieurs pays d'Afrique. Ce partenariat permettra de pallier au manque d'électricité dans plusieurs pays d'Afrique. Regardez.
La plateforme Africa 50 financera davantage la production de l'énergie solaire en Afrique. Ce sera avec le concours d'Amea Power, un producteur indépendant d'électricité basé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Les deux sociétés se sont engagées récemment en marge de la COP28 à co-développer des centrales solaires photovoltaïques dans au moins 5 pays en Afrique. Les deux partenaires co-investiront au Sénégal, en Tunisie, au Burkina Faso, au Togo et au Tchad pour soutenir les objectifs de transition énergétique du continent. La société d'investissement dans les infrastructures fondée par la Banque africaine de développement BAD et les États africains investit massivement dans le secteur de l'énergie en Afrique. Africa 50 a participé à construire le complexe solaire de Bemba de 1650 MW en Égypte. Pour sa part, Amea multiplie des projets en Afrique. L'entreprise exploite actuellement une centrale solaire de 50 MW à Blita dans la région centrale du Togo. Outre les pays concernés par le partenariat avec Africa 50, Amea négocie des concessions au Gabon, en République démocratique du Congo, à Djibouti, en Égypte, au Maroc, en Ouganda et en Afrique du Sud. À l'instar d'autres producteurs indépendants d'électricité, l'entreprise s'est engagée lors de la COP28 à contribuer à l'objectif du triplement de la capacité installée de production des énergies renouvelables dans le monde, notamment en Afrique. La soirée de Noël a tourné au cauchemar en Australie. Une violente tempête a soufflé sur la région de Gold Coast à l'est du pays, provoquant la mort d'une femme de 59 ans et laissant plus d'une centaine de milliers de foyers dans l'obscurité. Viva Samana pour plus de détails. La région urbaine du Gold Coast dans l'est de l'Australie est actuellement touchée par de très mauvaises conditions climatiques. En effet, une tempête a fait tourner au cauchemar la soirée de Noël en Australie. Elle a tué une femme dans l'est du pays et selon les autorités, environ 120 000 foyers sont privés d'électricité. Le service ambulancier d'urgence indique que les rafales de vent ont provoqué des chutes d'arbres dans la région de Gold Coast. Plus de 800 lignes de courant ont été touchées et mises hors d'état de fonctionner et au total, 120 000 foyers sont sans électricité. Les services météorologiques australiens prévoient un nouvel épisode sévère d'orage avec des rafales de vent, des grêlons et de fortes précipitations pour les jours suivants. Ils ont ainsi émis une alerte inondation pour une rivière située à environ 40 km de Gold Coast. Après un passage symbolique et honorifique à la COP28, le roi d'Angleterre Charles III met à nouveau l'environnement devant son discours de Noël. Dans son traditionnel message de Noël à son royaume, le souverain britannique a fait de la protection de l'environnement son leitmotiv malgré les limites liées à sa fonction royale. Retrouvons Viva Samana. Le roi d'Angleterre Charles III reste très engagé sur la protection de la nature. Malgré la réserve liée à sa fonction de roi, Charles III a évoqué l'environnement et la paix dans son traditionnel message de Noël. Lors de ce discours, qui est le deuxième depuis son accession au trône, le souverain britannique a déclaré que nous prenons soin de la terre pour le sort des enfants de nos enfants. Il poursuit en disant que tout au long de sa vie, il a été tellement ravi de voir grandir la conscience de la nécessité de préserver la terre, la nature, comme maison que nous partageons tous. Depuis longtemps partisan de la protection de la nature, le roi a prononcé il y a quelques semaines plus tôt un discours lors de l'ouverture de la conférence de l'ONU COP28 à Dubaï où il a appelé à un tournant décisif sur le climat. Pendant ce temps, le gouvernement britannique de Rishi Sunak est accusé de se désintéresser des questions environnementales. Notons que ce discours sur l'environnement à Noël a fait suite à la messe de Noël à Sandringham dans l'est de l'Angleterre à laquelle le roi a assisté avec la famille royale, perpétuant ainsi la tradition observée par sa mère, la reine Elisabeth II. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.